Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran là, un numéro WhatsApp, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire sur WhatsApp et on va jouer ici, sur YouTube, sur TikTok et Facebook. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser, donc n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à partir de 12h00. Voilà, donc on va commencer. Donc continuez à liker, partager, commenter, inviter plus de personnes. Plus il y aura du monde, plus il y aura d'histoires, plus on va être sensibilisé. C'est le concept. Voilà, donc on va commencer aujourd'hui avec les 10 histoires. On commence par la première histoire, bien évidemment. Je vous invite aussi à aller vous abonner à Facebook, YouTube, TikTok. Il y a une deuxième chaîne YouTube qui est DMG TV, Histoire Mystique, exclusive. Donc abonnez-vous aussi là-bas. Là-bas, on poste les histoires qu'on ne poste pas forcément ici. Voilà, écoutez la première histoire s'il vous plaît. Bonsoir ou bonjour en tout cas DMG ainsi que toute la communauté DMG TV. En fait, je vais raconter une autre histoire que j'ai vécue avec mes frères en fait. Donc, c'était une fois, il y avait eu un problème au quartier, un problème d'un jeune couple. Donc, on les amenait chez le chef de quartier qui était de l'autre côté de notre quartier en fait. Donc, il y avait une très très grande distance. Donc, j'étais avec tous les parents, presque tous les parents étaient sortis. Donc, chez nous déjà, nous tous, nous étions sortis pour aller à la chaufferie en fait. Donc, c'est comme ça que, à un moment donné, parce que ça avait vraiment mis long, vers 2h, on décide donc de rentrer en fait. Mon frère, ma soeur, un de nos voisins en fait, de notre âge, et moi, on décide donc de rentrer. Et vous connaissez les enfants, quand on marche la nuit, bon, on lance les commentaires de la situation à haute voix, on rit, on marche en route, n'importe comment, en désordre quoi, on rit. C'est comme ça qu'au milieu du chemin, il y a comme un pont. C'est pas un grand pont, hein, c'est juste un truc de 3, 4 à 5 mètres. Donc, c'est pas un grand pont en tant que tel. Donc, déjà à distance du pont, on remarque qu'il y a comme deux petites silhouettes de l'autre côté, du côté droit du pont. Déjà, les bruits qu'on faisait, tous les jeux partout sur la route, on arrête. On se regroupe tous du côté gauche. On marche calmement, avec les yeux fixés à cet endroit, de savoir mais qu'est-ce que c'est. Une fois qu'on est un peu plus proche du pont, on se rend compte que c'est deux canards en fait. En fait, un canard et une canne. Donc, genre, un homme et sa femme. Et les gars étaient dans une position du genre, ils étaient positionnés la tête, les fesses en fait qui regardaient vers la route et la tête était tournée vers l'eau, mais tournée l'un vers l'autre en fait, c'est-à-dire les gars se regardaient, je sais pas, comme un couple dans une conversation très très importante, les gars se regardaient et ils étaient tous les deux blancs, tellement blancs. C'est comme ça qu'on se regroupe et on commence à chuchoter entre nous. Mais c'est qu'il y a de canards dehors au bord de l'eau à 2h. Et notre voisin là, c'était quelqu'un qui était un peu du genre ting-ting, qui aimait trop blaguer et tout. Donc pendant qu'on approche du pont, jusqu'à ce qu'on va entamer les marches du pont, le voisin crie à haute voix, merde, c'est qu'il y a de canard 800, parce qu'on a tous au mot Cameroun le 8. C'est qu'il y a de canard 800 à 2h dehors. Je vous assure, dès qu'il a dit ça, les deux se sont retournés directement et ont commencé à nous regarder. Donc, ils n'ont pas bougé, il n'y a que les têtes qui se sont retournées maintenant en arrière pour nous regarder pendant qu'on passait. À ce moment, on était glacés. Donc, tu sentais ton corps faire bizarre, mais tu ne savais pas c'est quoi. Et là, nous, on comprenait que la fête, c'était pas simple.
Ils nous ont regardé. Et pendant ce temps, on lui grondait que merde, c'est comment tu ne sais pas ce que c'est, tu fais des trucs comme ça. Oh. Pendant qu'on marchait, dès qu'on traverse le pont, c'est toujours lui qui nous dit que les gars, les canards là sont où? On dit que comment ça, les canards là sont où? On se tourne, il n'y a plus de canards. On ne sait pas s'ils ont volé, s'ils ont sauté dans l'eau, parce que s'ils avaient volé, ce sont des trucs qui font des bruits. On aurait su qu'ils ont volé, ils auraient fait le bruit, parce que vous avez dit le pont n'est pas long, donc c'est juste toujours à côté comme ça. S'ils avaient volé, on aurait su. S'ils avaient sauté dans l'eau, ça aurait fait des bruits. S'ils avaient même marché, on aurait su. On n'a pas vu les canards. Le genre de course qu'on a couru ce jour, Seigneur. Donc, c'est-à-dire, avant ça, déjà, on était en position à vos marques près. On attendait juste le signal pour partir. Donc, dès qu'on se tourne, on n'a plus vu le canard, on n'a pas compris comment ils sont partis. On a juste pris la course. Et vous connaissez, quand tu prends le genre de course là, quand on arrive à la maison, quand vous êtes nombreux, personne ne veut dormir devant. Chacun voulait être que derrière. On n'a pas fermé l'œil jusqu'au matin. Bon, grâce à Dieu, bon, il ne s'est rien passé d'autre. Donc, bon, je sais pas la morale que vous pouvez tirer de l'histoire. Mais voilà, c'était mon histoire en fait. C'était cette petite histoire que nous avions vécue ce jour. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonsoir DMG. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, avec la grâce de Dieu. Moi, je vous suis depuis le Gabon. Ça fait un bon moment que je vous suis. C'est juste que il manque un peu de temps pour raconter mon histoire. Et pourquoi pas d'autres aussi, d'autres histoires, parce que j'en ai plusieurs. Pas des histoires vécues personnellement, mais des histoires qui m'ont été racontées. Et celles qui ont été vécues par des parents, tout ça. Déjà, je tiens à vous féliciter pour cette initiative que vous avez prise et tout. Vraiment, cette émission-là, ça permet à beaucoup de personnes à être averties, à être rusées. Et vraiment, je tenais à vous dire merci. Merci beaucoup. Alors, mon histoire s'est passée à Libreville. Elle m'a été racontée par une voisine à l'époque, quand je vivais à Libreville, parce qu'en ce moment, je suis à Franceville, la deuxième province du Gabon. Donc, c'est l'histoire d'une dame qui était dans une tontine mystique. Elle était dans une tontine mystique avec les autres commerçantes, parce que la dame était commerçante. Et la dame n'avait qu'un seul enfant, un garçon. Et chaque année, il fallait que chacune d'elles donne son enfant en sacrifice. Elles étaient au nombre de 10, les dames en question. L'année est arrivée, c'était au tour de la dame, excusez-moi. C'était au tour de la dame donnant en sacrifice son seul enfant. La dame est restée là, elle a tourné la tête, elle a réfléchi. Elle a dit, Seigneur, je vais donner mon fils, je n'ai qu'un seul. Comment je vais faire? J'ai déjà mangé les enfants des autres. Seigneur, comment faire? Plus elle réfléchissait, les jours avançaient. Un jour avant le jour final, elle a pris le risque, elle a fait asseoir son garçon. Elle a dit, papa, tu as remarqué que depuis un moment je suis triste, non? L'enfant a dit oui. Tu sais que je suis commerçante parce que la dame était commerçante. Le fils a dit oui. Et tu sais aussi que je suis dans une tontine avec mes camarades. L'enfant a dit oui. Elle a dit, la tontine dont je te parle, c'est pas la tontine physique réelle. Hein. Je suis dans une tontine mystique. L'enfant dit, comment ça? La maman dit oui. Ne me coupe pas la parole, laisse-moi te parler jusqu'au bout. Tu sais que nous sommes au nombre de 10. L'enfant dit oui, maman, je sais. Elle dit, ça fait déjà 9 enfants que j'ai mangé, les autres. Donc, je dois te donner en sacrifice. Tu es la 10e personne qu'on doit donner et c'est mon tour. C'est pourquoi depuis quelques jours, tu me vois triste parce que je ne sais pas comment faire.
Mais je ne peux pas accepter que cela arrive parce que tu es mon seul enfant. Je vais te donner notre secret. Parce que quand nous venons manger les enfants là, les autres, on ne vient pas physiquement. On se déguise en cafard et on rentre dans un trou. On arrive par le trou là. Donc, ce que tu vas faire, mon fils, à partir de minuit, tu as vu le trou là? Oui, de ta chambre là. C'est par là que nous allons rentrer. À partir de minuit, tu prends un bon morceau de bois, tu te mets debout. Si tu vois un premier cafard, tu tues, tu mets de côté. Deuxième, tu tues jusqu'à 9. Le 10e, ne tue pas parce que c'est moi. Tu as compris? Oui, maman. N'oublie pas, le 10e cafard, c'est moi. L'enfant dit ok. Voilà, la nuit est tombée. Chacun est rentré dans sa chambre. L'enfant est resté là, un peu traumatisé parce que c'est quand même une histoire choquante et tout. Minuit, l'enfant avait mis le réveil. Minuit, c'était un grand garçon, il pouvait avoir la trentaine révolue. Minuit, il s'est levé. Il a pris le bon bois là, il s'est mis debout. Il regarde comme ça, il voit les cornes du cafard. Premier cafard entre, il tue, met de côté. Deuxième, il tue. Jusqu'à 9, il a tué, il les a alignés, il a mis de côté. Le dernier est rentré. Après, le dernier s'est transformé. C'était sa maman. Ils ont dormi. Toutes les femmes là habitaient au même quartier. Hein. Le lendemain, on entend seulement, oh, je vais donner les prénoms au hasard comme ça. Oh, il y a Madeleine qui est malade là-bas. De l'autre côté, oh, il y a Jacqueline qui est là-bas. De l'autre côté, oh. Et c'est comme ça que les femmes là tombaient malades à tour de rôle et chacune d'elles mourait à tour de rôle comme ça. Parce que l'autre femme là les avait eues, elle les avait dupées. Elle a vu qu'elle ne pouvait pas vendre son enfant alors qu'elle avait déjà mangé pour les autres. La morale de l'histoire, c'est quoi? C'est pour dire que parfois quand vous voyez des femmes, oh, c'est la tontine, c'est pas seulement une tontine ordinaire. Hein. En bas de la tontine, il y a le plus souvent des tontines mystiques. Donc, parfois il faut faire attention. Il ne faut pas souvent adhérer dans des associations des tontines. Et tu ne connais pas vraiment le fondement. Mais la dame, elle les avait eues. Parce qu'elle a protégé son enfant. Et elle est restée avec son enfant. Les autres ont su qu'elle les avait vendus. Qu'elle les avait eues. Parce qu'elle a été plus maligne qu'elle. Donc, c'était ça. Liker, partager. C'était ça ma contribution. Merci. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir ou bonjour DMG. Vu que je ne sais pas à quelle heure vous allez écouter mon histoire, je viens de la Côte d'Ivoire. Je vais vous raconter une histoire de mon cousin qui m'a vraiment touché. Ça m'a touché énormément. C'est ma mère qui me l'a raconté. J'ai fait l'enfance avec mon cousin. Il était vraiment fort à l'école. Hein. C'était un petit génie. Voilà, à cause de lui, ma maman me tabassait à tout moment. Elle me dit, voilà, ton cousin, il passe son temps à bosser, raison pour laquelle il est premier. Toi, pendant les vacances, tu passes ton temps à jouer. Tu n'arrives même pas à occuper le rang de premier. Voilà. Chaque fois, elle me sermonnait à cause de lui. Raison pour laquelle je n'aimais pas sa tête, pas du tout. Parce que même quand on est en train de jouer, il vient vers moi et me dit, ben, allons étudier. Je refuse catégoriquement. Voilà, j'étais un fanatique de jeu quand j'étais petit. Dieu, par sa grâce, on a continué notre cursus scolaire. On a eu notre CEP, notre BPC, notre bac et même notre BTS. Moi, après mon BTS, j'ai obtenu une bourse d'études pour aller continuer mes études en Russie. Et pendant ce temps, lui, il est resté en Côte d'Ivoire. Il était extrêmement fort. Hein. Il y a son professeur d'une matière, vu qu'il a fait mine, géologie, pétrole, il y a un de ses professeurs qui était vraiment captivé par le génie qu'il est, qui a décidé de financer son cycle ingénieur, vu que ses parents n'avaient pas assez de moyens pour pouvoir financer son cycle ingénieur. Son professeur a décidé de financer son cycle ingénieur et a même décidé de l'héberger
avec le consentement bien sûr de ses parents et tout ça, vu qu'il fut captivé par l'intelligence de ce petit génie-là. C'est en cela il a entamé la première année d'ingénierie. Il a fait la première année. Euh, en milieu de première année, un matin, il a commencé à se brosser et paf, il a commencé à truc, comme on appelle, saigner des gencives. Il a eu un petit furon sur son pied un beau matin. Il a cassé, c'est devenu une plaie vraiment incurable, quoi. On part son tuteur l'emmène à l'hôpital. On fait des radios. Franchement, on ne voit rien, en fait. Donc, le docteur fut stupéfait par ce qui est en train de l'arriver. Et lui dit, sincèrement, voilà, ça fait pratiquement des années, je suis dans la médecine, j'ai plus de 15 ans d'expérience, mais sincèrement, je ne sais pas de quel mal tu souffres. J'arrive même pas à moi-même à trouver la solution à ton mal. La science même n'arrive pas à m'expliquer avec toutes les années d'études que j'ai eu à faire et tout ça. Que sincèrement, euh, va voir, va voir un marabout qui va pouvoir te prononcer un peu sur ton mal, sincèrement. Donc de bouche à oreille, il est rentré en contact avec un marabout qui est juste voisin au village à sa maman. Sa maman, voilà, notre maman vient d'Agboville, c'est-à-dire ma maman est la cousine à sa maman. Donc il est allé voir un marabout qui est voisin au village à sa maman. Quand tu vois le marabout dit, voilà, j'ai consulté, mais ce que je te dit, sois fort. Je sais que tu ne vas pas me croire, mais sincèrement, il faudrait que je te le dise parce que c'est grave. Voilà, tu es un petit, quand je te regarde, tu as de l'avenir devant toi. Ton avenir est tellement énorme que je suis obligé de te dire. Tu vois, ta plaie qui est là, c'est une plaie qui ne va jamais guérir. L'hôpital, la médecine de blanc ne pourra jamais soigner cette plaie-là. Sincèrement, sans te mentir, ne pourra jamais soigner cette plaie-là. Ce que je peux te dire est que quand tu pars au village, ne laisse pas ta maman soigner ta plaie. Parce que si elle soigne ta plaie, elle ne va jamais guérir. Vu que c'est elle-même qui t'a donné cette plaie-là. Directement, mon cousin s'est mis tout flamme. Hein. Voilà, il a commencé à péter les plombs. Pourquoi le gars peut dire ça à sa maman, que c'est sa maman qui lui a donné cette plaie-là? Lui, il ne peut pas comprendre ça, vu qu'il est le chouchou de sa maman. Sa maman l'aime plus que tous ses frères. Voilà, il est l'espoir même de toute sa famille, l'espoir surtout de sa maman. Et en plus, c'est sa maman qui va, comment on appelle, qui va voilà, lui vouloir du mal et tout ça. Sa maman prie jour et nuit pour lui afin que la chance, l'avenir plus le sourire, il ait un bon boulot pour pouvoir s'occuper d'elle. Et c'est sa maman aujourd'hui qui va, truc, comment on appelle, qui va lui vouloir du mal. Il ne peut pas croire. Il dit, ah, raison pour laquelle je dis, ce serait Dieu pour toi. Raison pour laquelle le marabout lui dit, ce serait Dieu pour toi de pouvoir comprendre ça. Ce serait Dieu vraiment pour toi de pouvoir comprendre ça. Mais sincèrement, c'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Bon, il s'en fichait, quoi. Et le marabout lui a dit, bon, avant que tu ne partes, sincèrement, à chaque fois que tu vas quitter Abidjan pour partir au village pour les petits congés et tout ça, même pour les petits week-ends, passe me voir, je vais te remettre quelque chose avant de partir. Le gars, il est parti une fois chez le marabout. Après ça, il n'est plus parti carrément. Voilà, puisqu'il ne croyait pas. Donc sa maman a commencé à soigner sa plaie. Et au bout de quelques mois, il est décédé. Quand il est décédé, vraiment, ça... Toute son école était vraiment découragée de lui. J'ai même des frissons quand je parle. Toute l'école était vraiment à pleurer, écœurée, attristée et tout ça. Donc le jour de ses obsèques, toute l'école s'est déplacée pour venir au village. Je dis bien toute l'école, c'est-à-dire du directeur, c'est-à-dire tous les membres de l'administration se sont déplacés en fait pour partir au village pour ses funérailles en fait. Tous les étudiants, c'est-à-dire les étudiants de première année BTS jusqu'en 5e année d'ingénierie, tout le monde se sont déplacés pour partir aux funérailles. Sa maman, tous ceux qui ont assisté aux funérailles disent que sa maman était en pleurs. Il ne fallait pas la voir pleurer. Waouh! Personne n'aurait cru que vraiment c'était elle. Personne n'aurait cru. Donc les jeunes du village n'ont pas voulu, les jeunes du village avaient voulu, comment on appelle,
qu'il dénonce en fait la personne qui l'a tué, vu qu'il est mort de façon mystérieuse. Nous, chez nous, la coutume est que quoi, on prend 3 brindilles de balai. Je pense bien le père ou bien le chef de famille vient, il prend 3 brindilles de balai, il tape à l'avant du cercueil, il dit voilà, toi tu es mon fils, voilà, tu es mort de façon mystérieuse. Si c'est moi qui t'ai tué, tape-moi avec ton cercueil. Et là, le cercueil va le taper si c'est effectivement lui qui l'a fait. Et malheureusement, les parents ont décidé non, il est mort, ce qui est fait, c'est pas bien grave, on laisse tout ça dans la main de Dieu. Et puis bon, il y a les étrangers aussi qui sont venus, il ne faudrait pas qu'on montre notre village du mauvais côté et tout ça. Donc ils ont pris le petit, ils sont allés l'enterrer tranquillement. Moi, je n'étais pas informé, vu que j'étais en Russie en train de continuer mes études et tout ça. Je n'étais même pas informé de ce qui s'est passé, en fait. C'est après ma maman m'a expliqué. Voilà. Donc, quelques mois après son décès et tout ça, je n'étais pas informé. J'avais fait un voyage pour... j'avais fait un voyage pour Paris, je pense. J'avais fait un voyage pour Paris. Ouais, je pensais me tromper pas. J'avais fait un voyage pour Paris. Et je l'ai croisé à l'aéroport, voici Charles de Gaulle. Putain, ils sont à Paris, Bussa. J'ai dit, mais Couso, que fais-tu ici? Il dit, il a eu une bourse d'études pour venir continuer ses études en France ici. Que voilà, il est arrivé, voilà, il est venu, il vient d'arriver et tout ça. Il dit, waouh, Couso. Mais moi, je suis en Russie. Il dit, oui, je sais ça, ben voilà. Il dit, mais tu es dans quelle ville? Il dit, ouais. Il est descendu à Paris, il vient voir un oncle éloigné là, et de là, il part pour Toulouse. J'ai dit, waouh, Couso, c'est vraiment beau, c'est vraiment magnifique. Il dit, ben, Couso, voilà mon numéro, voilà, je suis venu pour un séminaire ici, dès que je finis, je pars et tout ça. Donc, voilà, tranquille. Donc, j'ai appelé ma maman pour dire à maman, ben, maman, voilà, j'ai croisé mon cousin là, à Paris hier. Elle m'a dit, quel cousin ça? J'ai dit, ben, mon cousin X. Elle dit, X, il dit oui, je l'ai cousin à Paris, on a échangé. Il m'a dit qu'il a obtenu aussi, lui aussi à son tour, il a obtenu une bourse d'études pour continuer ses études en France et tout ça. Elle dit waouh. Elle dit non, qu'elle me croit pas. Elle dit si. Elle dit qu'il est décédé, ça fait 6 mois. Et ça fait pratiquement, 4 mois et demi qu'il est décédé. Je dis waouh. Et là, elle m'explique dans les circonstances dans lesquelles il est décédé. Et comment ils ont su que c'est sa maman qui, comment on appelle, que c'est sa maman qui l'a livré en fait. Elle m'a dit, un matin, il y a une dame qui est partie au cimetière, aller nettoyer la tombe de son défunt. Le cimetière était totalement vide, hein. C'était pratiquement 5 heures, elle devait aller nettoyer la tombe de son défunt. Juste après, vu que la route de son champ, c'est situé non loin du cimetière. Elle en profitait pour faire un petit détour au cimetière, nettoyer la tombe et puis et puis continuer au cimetière et puis continuer au champ. C'est dans cette optique qu'elle a commencé à faire la tâche pour laquelle elle est partie. Et là, toute écœurée là, elle entend une voix. Une femme qui est en train de pleurer, elle s'approche et la femme dit Jojo, Joël, je te demande pardon. Excusez-moi, je dis le nom, mais c'est pas bien grave. Vu qu'il est décédé, tout ça, Joël, je te demande, X, je te demande pardon. Pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Je suis sincèrement désolé de t'avoir tué. Voilà, je suis sincèrement désolé parce que si je ne le faisais pas, ils allaient te tuer, moi-même me tuer aussi. Voilà. Waouh! La dame était dépassée. Rapidement, elle court, elle vient. Rapidement, elle court, elle vient raconter tout ça au village. Excusez-moi, j'avais coupé l'appel, j'avais reçu un appel urgent de mon patron là. Je ne sais pas où on s'était arrêté. Voilà, c'est en cela. La dame est venue rapidement dans le village, commencer à tout raconter. Tout ce qu'elle a entendu. Effectivement, ils l'ont convoqué, ils l'ont fait certains rites pour qu'elle passe aux aveux. Et c'est comme ça, elle va relater maintenant les faits. Elle dit en fait, son grand-père, c'est-à-dire le frère à son grand-père, voilà, c'est ça. Le frère à son grand-père est effectivement un grand sorcier. Lui, en fait,
Lui, quand il te tue, il prend ton intelligence et il conserve ça dans une calebasse. Donc, il a tué une multitude de personnes et il a conservé leur intelligence dans une calebasse. Vu qu'elle-même est sorcière, elle est partie voir son grand-père pour dire à son grand-père, donne-moi l'intelligence que tu as conservée là. Moi, je vais donner ça à mon fils. Et quand mon fils va devenir quelqu'un, il va s'occuper de toi. Et moi-même, pendant ce temps, les travaux champêtres que je fais, les petites activités que je fais, chaque fois, je vais venir t'apporter des vivres, en fait. Voilà. Chaque fois, je vais venir t'apporter des vivres et tout ça. Donc, j'étais tombé d'accord sur ce principe-là. Donc, dès le début, elle faisait. Raison pour laquelle le petit, il était super intelligent. Quand ma maman m'a appris ça, elle dit, hé, mon fils, j'ai failli te tuer cadeau. Ça m'a fait même rigoler. Voilà. Donc, c'est en cela, elle a commencé, comment on appelle, elle a commencé à s'occuper du vieux. Le petit, il reste petit jusqu'à il a grandi. Elle a commencé à s'occuper du vieux. Jusqu'à arriver un moment, elle a zappé. Elle ne s'occupait plus du vieux. Arrivé un moment, elle a zappé, s'occupait plus du vieux. Le vieux, il était carrément aveugle. Il n'avait pas d'enfant, vu qu'il avait bouffé tous ses enfants et tout ça. Il était seul dans sa maison en terre bâtie, là. Voilà. C'est en cela, il vivait là-bas tout seul. Donc, ils sont partis à leur réunion, je suppose. Ils ont demandé, ils ont demandé à ce qu'elle livre des gens dans les pratiques, là, dans les pratiques occultes, là. Et à chaque fois qu'on lui demandait de livrer des gens, elle livrait les enfants de ses frères, de ses sœurs. Ce qui fait qu'il y a un de ses frères qui avait 3 garçons et une fille. Elle a tous tué ses enfants. Ses enfants garçons étaient super intelligents. Elle les a tous livrés. Pour finir, même son frère, il s'est donné la mort, en fait. Il a pris des cachets, il s'est suicidé, en fait. Elle a tué les enfants de ses frères, de ses sœurs et tout ça. Donc, à chaque moment, quand on lui demandait quelqu'un de donner les enfants de ses frères et de ses sœurs, doit arriver un moment, ils ont dit non, on veut tes enfants. Donc, elle a pris Y, elle veut donner Y. Il dit non, on ne veut pas Y. On veut X. Elle dit non, je ne peux pas donner X. Elle a pris Y, elle a mis Z dessus, c'est-à-dire elle donne Y plus Z sur le Y. Nous, on veut X. Elle dit non, je ne peux pas donner X, vu que X, c'est ma vie. C'est mon tout. C'est grâce à lui, je serai quelqu'un. Demain, il est ma source d'inspiration. Il est ma source de vie. C'est pour lui que je vis et tout ça. Je me suis battu toute ma vie pour lui. Je ne peux pas lui donner. Si tu ne nous le livres pas, nous, on va le prendre, y compris toi-même. Donc, ils étaient en train de la harceler, elle était obligée de le livrer. Sans cela, elle a livré. Donc, mon message que j'aimerais véhiculer, ou la conclusion que j'aimerais véhiculer, c'est dire, dans la vie, on ne sait jamais. Ton père, ta mère, même tes géniteurs, ils peuvent être des sorciers. Et qu'on te dit, il ne faut pas prendre ça à la légère, en fait. Prends tes précautions. On ne sait jamais dans la vie. On ne sait jamais dans la vie. Et ça, je me dis aussi, s'il avait confié sa vie entre les mains de Dieu, ou bien même il avait même écouté le féticheur, et il n'allait pas peut-être partir. Voilà. Donc la morale, c'est ça, quoi. La morale, mettons Dieu au devant de tout ce que nous faisons. Merci DMG et bonne continuité à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG TV. L'histoire que je vais raconter m'a été racontée par une grande sœur ici. Et l'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire. La grande sœur est tressée. Elle avait un magasin de mèches. Et devant son magasin, elle nattait les gens. En fait, c'est son métier. Même ici, c'est ce qu'elle fait aussi. Donc, elle dit, dans le marché à la Cyporès, marché Gourou à la Cyporès, il y a une femme qui vendait pain. Marché Gourou, c'est à Abidjan, Yopougon, à la Cyporès. C'est là-bas, se trouvait son magasin. Donc, dans le marché, il y a une femme qui vendait des pains. Elle pouvait charger beaucoup de pain sur la tête. Et quand tu l'appelles, pour la décharger un pain, là, c'est tout un problème.
Un jour, elle a dit à la dame, ah, pain là, tu ne peux pas diminuer un peu? Elle dit non, on va se débrouiller avec ça. Mais pain là est beaucoup. Elle dit non, ça va aller. Bon, tu sais, les femmes du marché prennent le pain et puis chaque jour elle passe, elle peut prendre, les femmes là peuvent donner 200. Ça dépend du nombre de pains que tu as pris. Donc tout le monde la connaissait. Un jour, la femme est venue la voir. Ah, je veux que tu me tresses. Je vais faire tout des babelles. Donc, elle dit, bon, demain matin, tu passes. Elle dit oui. Le lendemain, à 7h, la femme était déjà à son point de tresse. Et elle a commencé les cheveux de la dame, la vendeuse de pain là. Elle a commencé les cheveux de la vendeuse de pain là, de 7h. « 15h et quelques, cheveux là finit pas. Alors que d'habitude, de 7h à 15h, elle a déjà fait 3 têtes. Même modèle, tout de babel. Mais elle n'a rien compris. Cheveux là finit pas, cheveux là finit pas, cheveux là finit pas. C'est là qu'elle a dit à la dame, mais toi tes cheveux là ça finit pas. Depuis 7h, allez là, moi, ça se trouve que moi j'ai déjà fait 3 têtes, 4. Mais toi, cheveux là finit pas. Bon, ce qu'on va faire, ils vont appeler bientôt la prière de 16h. Si cheveux là finit pas avant la prière, si je vais à la mosquée, prier, si je reviens, tu vas voir ce que moi je vais faire. Elle n'a pas parlé. Elle dit, si la prière, j'ai payé la prière, je vais laisser cheveux là et partir. Mais à mon retour, tu vas donner mon argent et puis tu vas me connaître. Donc elle a commencé à parler fort, à haute voix. Elle dit non, il faut parler doucement, c'est entre nous ici, il ne faut pas que les gens vont entendre. Elle dit, mais il a parlé doucement comment? Je veux qu'il ne finisse pas là. Depuis 7h, en ce moment tu es venu pour me tenter. Je dis non. Comme quand tu voulais faire cheveux là, tu ne m'as pas demandé, tu n'as pas dit excuse-moi. Il fallait t'excuser avant de commencer mes cheveux. Elle dit aïe. Tu es venu me voir pour faire tes cheveux. Fais tes cheveux encore, tu me dis de te demander excuse avant de commencer tes cheveux. Elle dit il fallait dire excuse-moi avant de faire mes cheveux. Elle dit je ne demande rien. Je ne demande pas d'excuses. C'est toi qui es venu me voir pour faire tes cheveux, je ne pas aller te voir. Donc, ce que moi je peux te dire, d'ici la paix de la prière, si cheveux là n'est pas fini là, toi tu es venu me tenter, tu vas me connaître. Elle dit non, ça va finir. Il faut parler doucement, pas que les gens vont regarder. Ça va finir. Elle dit, ça n'a même pas duré, cheveux là est fini avant la prière. Avant la paix de la prière. Tu vois? Il y a des gens qui les voient se promener, vendre, jovial. Toi, tu te dis que non, ça là, c'est une bonne personne. Mais tu ne sais pas de quoi la personne est capable. Venir faire cheveux, dans ça, tu viens tenter la personne. Donc, la grande sœur dit que même quand la dame charge ses pains, elle veut passer là, quand elle entend de parler à quelqu'un d'autre, la dame s'arrête et elle regarde pour voir si ce qui s'est passé là, elle n'est pas en train de raconter. C'est comme ça qu'il faut pour tenter les gens. Bon, ça c'était ma petite histoire. Merci DMG. Et je vais raconter une deuxième histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire.
Bonjour des DMG, bonjour à la communauté DMG. Ça fait pas longtemps, je vous suis sur TikTok, sur YouTube. Et vraiment, j'assiste même à vos directs sur TikTok. Et vraiment, vos histoires sont très édifiantes. Voilà. Bon, je vais vous raconter aussi ici ma propre histoire, mon vécu. Je suis gabonaise. Comme ça, j'étais dans la province de la Nyanga, précisément Tubanga. Pour ceux qui savent, ils vont reconnaître. Donc, moi, je suis quelqu'un, je ris avec tout le monde, je plaisante avec tout le monde. Et il y avait un monsieur, un gars qui gérait un bar. Bon, le monsieur n'était pas beau, hein. Ce sont les gars sales avec les gros ventres, bon, bref. Qui gérait un bar et tout. Il avait sa copine. La première fois que j'avais rencontré, il avait le taxi, il m'avait emmené et tout. C'était tranquille, voilà. J'avais remercié, mais après, il avait commencé à... Après, quelques temps après, j'avais constaté qu'il avait maintenant un bar dans ma zone. Bon, moi, je me dis, bon, c'est bon, tranquille. Et voilà comment le monsieur va commencer à m'interpeller souvent et tout, et tout, et tout. J'ai dit oui, bonjour, oui, bonjour, oui, bonjour. Jusqu'au moment où il a commencé à me dire que moi je veux sortir avec toi, pourquoi tu me fais ça? J'ai dit que papa, je ne suis pas intéressée et j'ai déjà un gars, donc toi tu ne m'intéresses pas, laisse-moi tranquille. En plus tu as une copine, pourquoi vous les hommes vous êtes méchants comme ça? Voilà, c'était comme ça, bonjour, 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 bonjour. Mais sa copine avait remarqué ça, que il m'abordait un peu trop. Elle avait commencé à remarquer ça, tranquille. Bonjour, 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 bonjour. Ça passait. Et je vous assure, un jour comme ça, j'ai dormi. En dormant, j'ai fait, on va dire, un songe. C'est passé un songe ou un rêve ou un cauchemar, je ne sais même pas. Donc, dans le rêve, j'étais pourchassée par des bandits. Et je ne me rappelle plus vraiment, mais il y a quelqu'un qui disait, il faut l'attraper, il faut l'attraper. Casser les jambes, casser les jambes, casser les jambes, casser les jambes et tout. J'ai couru jusqu'à un moment, j'étais tellement fatiguée qu'ils ont fini par m'attraper, ils m'ont cassé les pieds. Et je me suis retrouvée sur la chaise roulante. Et comme ça, je me réveille le lendemain matin. Quand je me réveille avec la pensée de prier. Voilà comment, je ne sais pas si je vais dire c'est Dieu ou comment, me dit, faut prier, parce que là, c'est fusil nocturne qu'on t'a envoyé. J'ai négligé, j'ai parlé à ma copine. Ma copine m'a dit, priez. J'ai dit, non, laisse. Je suis partie à l'école. Le pied gauche a commencé à me faire mal. Je suis rentrée, j'ai dit à ma petite soeur, amasse-moi un peu. Ça me faisait mal. Elle a commencé à me masser, ça s'est calmé. Je suis encore partie l'autre jour, le pied droit a pris. Ça m'a fait mal. Et tout ça, ma mère n'était pas là, elle était en déplacement sur Libreville. Ça me faisait mal jusqu'à... Mes deux pieds ne pouvaient plus fonctionner. Ça faisait tellement mal. Ma petite soeur était tellement apeurée. Je vous assure, ma petite soeur, elle ne prie pas. Hein. Elle n'aime pas aller à l'église, c'est toujours la maison. Par contre, moi, je vais à l'église. Et en ce moment-là, j'étais vraiment... comment on va dire? J'étais... j'avais un peu perdu, quoi. Je m'étais un peu éloignée. Donc, la prière, c'était plus ça, voilà. Alors, ma petite soeur qui est partie prendre l'huile à la cuisine, elle a prié sur l'huile. Elle a commencé à me masser. Ça s'est calmé. J'ai repris à l'école. Bien, pendant un temps, c'était bien. Quand maman est revenue, je vous assure que je ne pouvais plus marcher. Même déposer l'orteil. Je ne pouvais plus déposer mon orteil. Je ne sentais plus mes pieds. J'étais au salon. C'est ma petite soeur qui m'avait mise sur le dos. Qui m'avait portée jusque dans la chambre. Elle m'a mise au lit. Quand maman a vu ça, elle a dit non, c'est pas sérieux. Vous connaissez nos mères, elle a commencé à parler. Que toi elle a commencé à prier, que toi qui veux attaquer mon enfant là, voilà.
Maman a prié, 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 prié. Elle a foutu une onction le lendemain quand je me suis réveillée. Jusqu'à présent, je n'ai plus jamais eu cette douleur au pied. Et après, une intuition m'a dit, c'est la copine du monsieur là qui m'a fait ça. Et un jour, je suis partie, j'ai dit au monsieur que, ah, papa, laisse-moi tranquille. Même bonjour ne me donne plus. Parce que je n'ai pas envie de perdre ma vie par ta faute. S'il te plaît, laisse-moi. Voilà, c'était ça ma toute petite histoire. Je tiens à demander aux gens de s'abonner, de liker et de partager. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la 6e histoire. Yeah, mon histoire, je veux l'intituler, je peux dire, de la vie à la mort. Je me rappelle en 2013. 2013, vraiment cette période-là, c'était bizarre. Je me sentais vraiment dépressé et tout ça, genre à l'école, vie, vie sociale et tout ça. Et je me rappelle, c'était c'était le soir, hein, je pense vers minuit, 1h du matin. Et j'étais dans la chambre, en fait, on partageait la chambre avec mon frère, mon grand frère. Et j'étais déjà, comme je t'ai dit, j'étais déjà fatigué du monde et tout ça. Et je me rappelle, je m'agenouille et j'ai fait une prière sincère. Et je dis que, parce qu'en fait, je suis chrétien. Et j'ai dit que Dieu, quand je veux dormir, je veux que tu puisses me faire une faveur. Je sais que tu existes. Et quand je veux dormir, je n'ai pas envie, en fait, de me réveiller. Je veux que, genre, tu puisses me prendre dans mon sommeil et tout. Et je me suis allongé, j'ai commencé à dormir. Et je ne sais même pas vraiment comment expliquer ces phénomènes, mais soudain, j'ai senti une main qui a genre tiré mon esprit. On a tiré mon esprit et je me suis retrouvé au milieu d'une autoroute. Et à ma droite, il y avait une personne qui était habillée en tout blanc. Et à ma gauche, il y avait une personne qui était habillée en noir. Et je me rappelle vraiment bien parce que, en fait, la personne qui était habillée en tout blanc, il m'a vraiment appelé par mon nom. Et il m'a dit que, tu vois, genre, il m'a appelé par mon nom. Et puis il m'a dit que, tu veux vraiment mourir? Et puis moi, j'ai répondu oui. Et puis la personne à ma gauche, il a dit que, oh non, dis que tu veux mourir, comme ça tu vas venir où je suis. Et puis la personne à ma droite m'a dit qu'il était en tout blanc. Il m'a dit que, il m'a appelé par mon nom. Et puis il m'a dit que si aujourd'hui tu prenais ta vie, tu décidais de prendre ta vie, c'est l'enfer qui t'attend pour du bon. Et puis il m'a encore demandé, est-ce que tu as envie de mourir? J'ai dit oui, je m'en fous. La personne qui est habillée en noir, il dit que oui, toi dis que tu veux seulement mourir, comme ça tu vas venir où je suis en fait. Et puis la personne qui est habillée en blanc, il m'a dit encore ceci, il m'a dit que reviens dans une semaine et donne-moi ta réponse finale, qu'est-ce que tu veux faire? DGM, c'est bizarre. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment expliquer ces phénomènes. Il m'a dit de revenir dans une semaine, mais où j'étais conscient que le temps n'existait pas. Et quand il m'a dit de revenir dans une semaine, c'était directement une semaine. Je ne sais pas comment expliquer ça en fait. Mais directement, c'était une semaine. Et il m'a demandé encore, il m'a appelé par mon nom et il m'a demandé, est-ce que tu veux mourir? J'ai crié, non, je suis réveillé et puis je suis réveillé, j'étais assis sur mon lit et je me suis dit que non, ça vraiment, c'était pas un rêve. En fait, même quand j'en parle maintenant, je peux toujours voir, en fait, je peux sentir, tu vois, un peu ce qui s'est passé. Et je pense que c'est seulement pour interpeller les gens et seulement en disant que, en fait, Dieu est réel et quand vous faites vraiment confiance en Dieu, il va venir à votre aide. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la 7e histoire.
Ok, bonsoir DMJ. Voilà, bonsoir. Donc, je viens participer à l'émission pour raconter une histoire. Donc, le fait que je ne sais plus c'était exactement quand, entre peut-être 2010 et 2014-2015, j'ai eu à rencontrer un revenant en fait. Ouais. Donc, c'est la petite histoire que j'aimerais raconter. Alors, je vais cacher certains noms, les noms des personnes et les noms des endroits parce que l'histoire que je vais raconter, elle a fait beaucoup de bruit dans une province de la place. Voilà, ça a suscité beaucoup de remue-ménage. Donc, il y a deux peuples qui ont failli se déchirer, d'accord, à cause de cette histoire. Donc, du coup, pour éviter d'attirer l'attention, laisser les choses passer, ne pas diviser les gens et tout, je préfère rendre certains endroits, certains lieux anonymes. Voilà. Donc je suis dans une province et je suis en vacances. Lorsque je suis à cette province, j'habite chez ma grand-mère. Donc je suis en vacances là-bas pour un temps et tout. Et c'est une époque où dans le quartier où la grand-mère habitait, on puisait parfois de l'eau dans une rivière, d'accord? Une rivière qui était assez bien, assez propre, bien et tout. La rivière avait été bien aménagée parce que les habitants du quartier, du coin et tout, utilisaient beaucoup l'eau de cette rivière-là. Les gens se lavaient, les gens lavaient les habits. Mais en tout cas, c'était bien entretenu et c'était une eau qui ruisselait, c'était pas une eau stagnante. Alors, un jour, pendant que je suis en train d'aller chercher de l'eau avec deux seaux comme ça, voilà, il y a des gars qui sont assis dans l'herbe à la rivière, au bord de la rivière et tout. Les gars sont en train de fumer. Et je reconnais une odeur, c'est l'odeur du chanvre en fait. Comment je connais l'odeur du chanvre? En fait, dans le quartier où j'ai grandi, avant d'aller dans cette province-là, j'ai des aînés qui fumaient souvent le chanvre, donc je me suis familiarisé à l'odeur du chanvre, bien que moi-même j'ai jamais fumé ça en fait. Voilà, ça m'a jamais intéressé et tout. Et puis, Dieu soit béni aussi pour mon papa qui a été très strict avec moi dans mon éducation. Voilà, cette dureté-là m'a évité de tomber dans certaines choses auxquelles mes amis, certains de mes amis, des gens avec qui on a grandi, finissaient là-dedans. Alors donc, à cette rivière, j'arrive à la rivière, je vois au moins 2 ou 3 gars qui sont en train de fumer. Et il y a un gars qui est au milieu, il est un peu comme le chef de bande et tout, il est grand de taille, il est mince, il a les épaules carrées, il est noir, il a une tête carrée. Il a un regard un peu franc, c'est-à-dire il te regarde dans les yeux, son regard est un peu... voilà, en même temps, c'est pas forcément menaçant, mais tu sens que c'est un regard il y a une assurance dans ses yeux en fait, tu vois. Il est là, ils sont en train de se fumer, à un moment il se passe la clope et tout, il se passe la cigarette. Et j'arrive, à un moment donné, je me dis, ah, la rivière est quand même assez loin. Je me retrouve ici, il y a 3 gars, moi je suis seul. Du coup, c'est pas forcément prudent, je connais pas leurs intentions. Bon, il faut pas non plus montrer qu'on est intimidé. Donc du coup, je suis le plus naturel possible. Donc les gars me voient passer, je puise l'eau, je dis salut les gars. Les gars me répondent, ouais salut, ça va. Ouais, donc le temps de puiser l'eau et tout, donc ça fait en sorte qu'on est à peu près au même endroit, on se regarde. Et là, j'engage la conversation pour ne pas laisser le silence. Puisqu'on se regarde, on se fixe, je les regarde, les gars me regardent. Je dis, ça c'est quoi? C'est le butch. Le butch, pour parler du chanvre, c'est le chanvre. Donc ils me disent, ouais, c'est ça, man. Comment tu as su? Toi aussi tu prends ça, hein, tu fumes ça. Hein. Je dis, non, moi-même je fume pas ça. Mais mes grands, mes caciques, ils sont là-dedans. Donc ils ont ça plein à la maison et tout ça. Donc je connais un peu quoi. Ah ouais. Après, ils me posent des questions, mais toi tu habites où? Je dis non, moi je suis là, je suis pas loin et tout. Donc les gars se lèvent. Quand les gars se sont levés là, je me suis dit, quand ils sont debout là, je peux prendre un balayage, on me fouille, je sais pas, peu importe. Mais au même moment, il y avait des gens qui ont sifflé en fait. Il y a des gens qui ont sifflé, donc ils étaient en train de descendre maintenant au niveau de la rivière. Pourquoi? Parce que
à la rivière, il se peut qu'il y ait des gens en train de se laver, donc celui qui arrive doit souvent s'annoncer en sifflant. Donc quand des personnes ont sifflé pour arriver, les gars qui étaient déjà debout et tout, il y en a qui fumaient assis, voilà et tout, ils se sont levés. À un moment donné, moi je comprenais pas pourquoi. Ils étaient déjà debout, mais après, quand ils ont entendu le coup de sifflet là et tout, le signal pour dire qu'il y a quelqu'un qui arrive, au lieu de remonter par la route normale, donc le sentier normal par lequel on vient à la rivière, les gars ils ont piqué dans l'herbe, ils se sont faufilés, ils ont fui. Donc je me suis retrouvé avec les gens qui sont venus puiser de l'eau. Donc j'ai puisé l'eau, je suis parti tranquillement. Mais on va bien remarquer que c'est une scène dans laquelle le contact visuel a fait que je me retrouve devant 3 personnes. Donc 3 silhouettes bien particulières. On est resté là pendant un temps, on s'est vu et on a parlé, tu vois. Donc on a pris le temps de faire l'enregistrement dans la mémoire de la silhouette de chacun, du visage de chacun. Voilà, donc c'est à ces reprises-là que j'ai vu le gars qui avait les épaules carrées, grande taille et tout. Maintenant, à quelques reprises, en allant à la boutique, en passant dans le coin de on va dire ça comment? En passant dans le coin de devant où ce gars-là habite, le gars qui était noir, le plus grand de taille. Parce que quand tu veux aller chez une de mes tantes, quitter chez ma grand-mère pour aller chez ma tante ou bien pour aller chez des boutiquiers ou au centre-ville, donc on passe, il y a une route là, on passe devant chez lui, il joue souvent au foot là, donc je l'ai encore vu, après cette expérience de la rivière, je l'ai encore vu au moins 1 ou 2 fois, voilà, et je l'ai toujours salué, il m'a reconnu, il m'a aussi salué, donc c'est à ces 3 reprises là qu'on s'est vu dans une province de la place, d'accord? Mes vacances finissent, je reviens à Libreville, au niveau de la capitale et tout, je suis là à Libreville tranquillement, je vis ma vie ici, donc tout ça, ça se passe au Gabon. Et à un moment donné, je pense, c'était maintenant à peu près 1 an plus tard, hein, 1 an après la scène de la rivière, tout ça, 1 an ou 2 ans, ou 3 ans même plus tard. Je suis ici à Libreville, une de mes tantes revient, elle vient aussi de la province, elle arrive ici à Libreville, elle est là pendant un temps, et après elle doit retourner en province. Le jour où elle retourne en province, à la gare d'Ovendo, j'accompagne ma tante et tout, nous sommes un peu les garçons de la maison, donc c'est nous qui soulevons les trucs comme les bagages et tout ça, on amène les trucs à la pesée. Donc on a fini de faire tout ça. Bon, maintenant il faut grignoter quelque chose avant de monter dans le train. Moi-même aussi j'ai soif, je dis bon, je m'en vais maintenant à la boutique. Quand je m'en vais à la boutique, je me rends compte que je suis chez le boutiquier. C'est un boutiquier que je connais bien. À la gare d'Ovendo, il y avait un lycée à l'époque. J'apprenais dans ce lycée, donc je descendais tout le temps à cette boutique-là pour acheter des choses quand j'étais dans le lycée qui était derrière la gare et tout. Donc le boutiquier, je le connais bien. Oh, américain, il s'appelle américain. Américain, comment ça va? Oh, mon petit, ça va? Ah, tu es là? Voilà, on discute un peu. J'achète ce que je dois acheter. Je me tourne. Quand je me tourne, je vois il y a un gars qui est grand de taille derrière moi. Il est à la porte, il est à l'entrée même de la boutique. Et il est là, tout grand, épaules carrées, pareil. Quand on se voit, c'est lui qui me salue. Voilà pourquoi ceux qui ne croient pas dans les histoires des revenants, c'est un peu stupide parce que si ils y mettent l'hypothèse des sosies, le sosie de quelqu'un ne peut pas te saluer. Si la personne te salue, ça veut dire vous vous connaissez en fait, tu vois. Donc là, je peux même pas dire que c'était le sosie du gars. Non, c'était forcément lui-même parce que c'est lui qui me reconnaît et tout. Je lui dis ah. Donc toi tu es ici aussi, oh oui je suis là et tout, on commence à discuter, on dialogue, je suis là, en ce moment je suis là, je travaille et à l'époque il n'y avait pas encore les trucs de flash, tout ça là, donc le flash, Libertis, le flash, Airtel, c'est un peu les réseaux de communication ici, mais c'était beaucoup les cartes de recharge, donc les cartes à gratter. Non je suis ici, je travaille, patati patata, donc il m'explique un peu et tout, il fouille ses poches. Dans une main, regarde le nombre de cartes de recharge.
Je dis, mais ça, c'est quel travail où il a toutes ces cartes de recharge, la Liberty, Sertel. Il y avait au moins plus de 500 cartes comme ça. C'est... My God. C'était des cartes à gratter. Hein. Donc, tu peux tirer une là, tu grattes une carte, par exemple, de 1000 francs. Je sais pas, à l'époque, on a oublié ça parce que ça a un peu disparu. Tu grattes la carte et tout, tu mets le crédit dans ton téléphone à partir de la carte. Il avait plein de cartes, plein de billets de 500. On dirait un taximan, en fait, il était chargé. Et il est venu pour acheter la cigarette. Il me dit, tu n'as pas 100 balles là, je vais acheter la cigarette et tout, voilà. Je dis, bon, ok, je donne directement les 100 balles à Américain, le boutiquier. Le boutiquier donne la cigarette, il allume, paf, il sniffe, il projette la fumée, tranquille, au calme, bien comme il faut. Après, il a vu une jeune fille passer. Nous deux, on a vu une jeune fille passer aussi, puisqu'on est ressorti pour parler un peu dehors, devant la boutique. Donc, il y avait une jeune fille qui passait. Bon, la manière dont il a regardé la jeune fille, on sait un peu les jeunes garçons. Quand une fille un peu jolie, elle passe devant nous, vous voyez un peu vous-même comment les jeunes garçons réagissent, tu vois. Comment ils regardent la fille. Donc, il a bien regardé la fille, tac, tac, tac. Après, il dit, ah, celle-là, elle est bien. Hein. Comme ça, hein, bêtement comme ça. Aïe. Je signale déjà aussi que je fais ce témoignage à la suite de la fille qui a témoigné pour dire que son papa était un revenant. Donc, dans l'histoire là, dans l'histoire que je raconte aussi, on comprend un peu des choses par rapport à ce phénomène de revenant. Alors, le gars, à un moment donné, il s'éclipse, il dit, bon, moi je dois bouger, je dois partir, et il s'en va. Naturellement, il part, tac, 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 et il disparaît. Je ne sais pas là où il est allé. Moi, je retourne retrouver ma tante qui doit monter dans le train pour repartir en province. Quand je m'en vais, je vois ma tante. Ce que j'avais oublié de mentionner, c'est que ma tante, en revenant de province, elle nous avait déjà donné une information selon laquelle un jeune garçon très populaire dans le quartier là-bas était décédé. On l'avait enterré. D'accord? Il est décédé, le jeune garçon est décédé. On l'a enterré. Elle a assisté aux funérailles parce que le gars était populaire, il était connu. C'est un enfant du coin. Donc quand quelqu'un du coin décède, vous tous, vous venez pour la cérémonie en fait. Voilà, ma tante a assisté jusqu'à l'enterrement. Elle est venue, j'ai dit, oh, mais lui, je l'ai rencontré une fois, tac, tac, c'était à la rivière, tac, 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 tac. Donc, on en avait déjà parlé quand elle est venue à Libreville. Maintenant, au moment où elle retourne, je vois le gars et la pensée m'est venue que, mais ma tante m'a dit que lui, là, il est déjà parti, en fait. Quand la pensée m'est venue et il était devant moi, je voulais lui dire, mais est-ce que tu sais qu'on dit que toi tu es mort en fait? Mais c'était tellement stupide, c'était tellement idiot parce que il est physiquement devant moi. Le boutiquier américain le voit, le boutiquier américain lui donne la cigarette, il allume, il fume, on parle, il me montre les cartes Libertis, il convoite les jeunes filles devant. En fait, c'est tellement vivant et naturel, tu ne peux pas dire non. En fait, lui poser la question, c'est limite, tu vas te sentir stupide, tellement il est là devant toi. Et j'avais réfléchi comme ça, donc j'avais gardé ça pour moi jusqu'à ce qu'il s'en aille. Et quand je vais maintenant voir ma tante et tout, que je dis à ma tante, mais tu as dit à Mwanda, merde. Ah là, il va falloir couper ça, il va falloir couper cette partie. Tu as dit, d'accord, que dans tel endroit, il y a un jeune là qui est décédé. Tu m'as dit ça, non? Oui, il y a un jeune qui est décédé. Je dis, attends, ne parle pas du jeune là. Moi, maintenant, je redécris encore la personne. Je dis, est-ce que le jeune là n'est pas mince? Si, il était mince. Noir, effectivement, il était noir. Grande taille. Les épaules carrées, un peu élevées comme ça. Oui, exactement. Et il jouait souvent au ballon à la piste. Quand on part, la tante me dit oui, exactement. Voilà, c'est lui-même. Il est décédé. On a enterré, on a tout fait. On a mis dans le cercueil. On a fait
rentré le cercueil sous terre, on a fermé. Elle a assisté parce que c'est un enfant populaire du coin et c'était quasiment aussi un voisin. Les terrains dans lesquels on vivait là-bas étaient voisins, donc tu ne peux pas te permettre de ne pas assister. C'est comme, vous connaissez un peu tous. Elle dit, il est décédé. Je dis jamais. Je viens de le voir. Lui et moi, on a parlé là. Je l'ai acheté la cigarette. Il est là-bas. Il est en train de travailler. Il a les cartes, machin, tout ça. Il est là-bas. La tante craque. Elle me dit jamais qu'elle n'y arrête ça. Moi-même, je te dis que il est mort. Et sa mort, voilà une information que ma tante me dit, et sa mort a failli faire exploser 2 clans là-bas en province. Pourquoi? Parce que sa mort là, ça a attiré les problèmes. Il y a les gens qui se sont disputés. C'était chaud. Donc, c'est-à-dire, il y a le décès. Maintenant, après le décès, il y a les déchirements. C'est là où, au fond, avec un peu de recul, je me dis, waouh! Certainement, avec du recul, il y a des gens qui se sont rendus compte que la mort n'était pas naturelle. Voilà pourquoi il y a peut-être un côté de la famille de ce jeune homme qui a essayé de faire la guerre à un autre côté, en fait. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce que ma tante me disait. Non, il est décédé. Ça a créé des problèmes là-bas. C'était chaud. Tu devais entendre là que telle ethnie et telle ethnie, ils se sont froissés, ils se sont battus sauvagement. Mais Dieu, je ne sais pas comment, c'est vraiment la grâce de Dieu qui a calmé les choses. Les tensions se sont apaisées. C'était compliqué. Dans tout le quartier là-bas, c'était compliqué. Le décès du petit là, c'était compliqué. C'est compliqué. Donc moi, je comprends que c'est compliqué là, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y en a qui se sont rendus compte qu'il y a anguille sous roche par rapport au décès du jeune en question. Donc le jeune en question, il est décédé en province, d'accord, avant que ma tante ne voyage pour venir ici à Libreville. Ma tante est venue ici à Libreville, elle me parle d'un décès et quand elle vient à Libreville, elle dit le décès remonte peut-être à l'année dernière. Elle vient à Libreville l'année suivante, elle me raconte ça l'année suivante. Et moi, quand j'entends l'histoire, je rencontre le gars qui est décédé ici à Libreville, en train de tourner, travailler, faire ses choses et tout. Après, il disparaît. Et quand je dis ça à ma tante, elle dit non, c'est pas possible. Donc, je termine ici. Je crois vraiment personnellement en cette histoire de revenant parce que là, il est clair que j'ai rencontré un. Et again, si c'était un sosie, seulement un sosie, d'accord, c'est-à-dire c'est un gars qui ressemble au gars que j'ai vu en province, il ne m'aurait pas reconnu parce que j'aurais connu la vraie personne, mais pas le sosie. Mais quand celui qui est le sosie, c'est lui qui m'approche encore, qui me dit « Oh Joe, ça va ?» Il me reconnaît, il me sourit, il me salue, bien tranquille comme 2 potes et tout. Ça signifie que ça, c'est pas le sosie, c'est le même gars avec qui on s'est croisé en province, que j'ai rencontré à la rivière, qui fumait le chanvre, qui jouait au ballon, qui était très populaire dans son quartier, qui est décédé. D'accord, on l'a enterré en province, mais à peine un an plus tard, moi je le retrouve ici, à la capitale, bien vivant, en train de travailler et faire sa vie. Voilà. Avec les cartes Libertis, les billets de 500, je ne sais pas exactement quel travail il fait. Et il se plaignait un peu parce que quand il a fait sortir les cartes, il disait, il regardait toutes les cartes Libertis. Là, il disait vraiment les gens qui m'envoient là. En fait, c'est comme si on ne lui donne pas de repos, tu vois. Les gens qui m'envoient vraiment, non, je suis ici, je travaille. Il y a les gens qui m'envoient un peu, qui me commissionnent, machin, vraiment les gens qui m'envoient là et tout. Voilà la phrase qu'il a fait sortir de sa bouche. Donc, c'est vraiment un décès avec anguille sous roche. Je crois qu'il y a eu des pratiques derrière cette affaire. Je crois que la famille a soupçonné quelque chose. Ça a failli entraîner, ça a failli mettre le feu aux poudres, brûler toute la province là-bas. C'était très fort. Et voilà, donc ces choses sont bel et bien réelles. Voilà. Maintenant, peuvent-ils avoir des enfants? De la manière dont on les voit se comporter là, de la manière dont j'ai vu comment il a regardé la jeune fille qui est passée devant nous, je suis sûr aussi qu'il peut prendre son courage à 2 mains à aborder une conversation. Et les filles faciles, s'il prend une partie du gain qu'il avait sur lui pour donner, je ne sais pas, s'il reste strict dans les ordres,
des personnes qui l'ont commissionné, ou bien il y a encore sa propre volonté. Je ne sais pas comment un revenant fonctionne. Mais s'il peut prendre une partie de l'argent qu'il a et donner ça à une petite fille, et les petites filles faciles qu'il y a partout là, qui pour un rien se sont déjà déshabillées. Bonjour les dégâts. Donc c'était ma participation. Vraiment, que Dieu nous aide, que Dieu nous garde, et surtout que cette population que nous sommes maintenant, que nous puissions réellement nous convertir à Jésus-Christ, d'accord, marcher dans la foi, dans la prière, vraiment dans l'attachement au Seigneur, pour échapper à tout ce qui se passe dans le monde, parce qu'il y a trop de choses compliquées, dangereuses qui se passent ces derniers temps. Et les prophéties de la Bible disent même que ça va encore s'empirer. Voilà pourquoi il est important de vraiment se mettre à l'abri. Je vous remercie. Bye bye. Merci pour l'histoire. On passe à la 8e histoire. Je vais raconter mon histoire, vraiment. Méfiez-vous les gens. Moi, mon histoire a commencé en 2017-2018. C'était l'époque là, je me rappelle bien, c'était le 8 mars. Maintenant, le 8 mars, là, moi, je suis partie à... Je vivais à Yaoundé, je suis partie au parc qui est à Kides. Je suis allée à la piscine ce jour. Arrivée à la piscine, je vois une jeune fille, elle est très belle. Et là, je me dis, bon, cette fille, elle est trop belle. Mais elle était d'une beauté où, je vous jure qu'elle était trop belle. Et là, je me disais, mais cette fille, je ne l'ai jamais vue ici. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais j'ai vu que les autres garçons, les autres filles la connaissaient apparemment. Bon, moi, je me disais, ok, cool, ça, on la connaît, tout ça. Arrivé maintenant, on a commencé, j'ai sympathisé avec la fille parce que quand elle est entrée à la piscine, elle aussi elle est entrée, puis on a commencé à causer, on a sympathisé. On est sorti, on est parti s'asseoir quelque part pour manger. On a mangé, on a causé. Et là, la fille, elle me dit, bah, elle vit ici. Et elle me dit, elle vit dans le quartier où moi, je vivais à l'époque parce que je déménageais parce que mon papa, il est décédé. Elle dit que tu vis là-bas, moi, je grandis là-bas, je ne t'ai jamais vu. Elle m'a dit, non, je viens d'aménager. Moi, je ne me suis pas trop attardée sur ça. Je me suis dit, bah, ok, elle vient d'aménager, c'est tout. Ah, le même jour, on a marché, finalement, on se retrouvait chez moi. La fille ne voulait pas me laisser. Moi, je ne voulais pas l'amener chez moi, mais finalement, on se retrouvait chez moi. Arrivé à la maison, j'ai dit à ma tante, parce que moi, je vivais à ma tante, j'ai dit à ma tante, mon tatine, voici une de mes amies. Ma tante a regardé la fille, elle a dit, ta copine, là, je la sens pas. Elle est entrée. On est entré à la maison, ma tante, elle avait déjà fait à manger, on a mangé et tout. Quand on a fini de manger, elle est repartie chez elle vers les 17h. J'ai pu rêver la fille. Après tous les gens qui étaient là, c'est qui ça? Elle est trop belle, elle est trop belle. Mais je vous jure qu'on dirait une sirène tellement la fille était belle. Elle était trop belle. Ah, après ça, à 23h, j'entends toc toc toc. Vous savez, chez nous, on dort vite. Et puis moi, je suis musulmane. Et ma tante, elle m'a dit, mais qui tape à l'heure là la porte? Ah, on ouvre la porte, on voit ma copine. Ma tante me dit, moi, j'aime pas ça. Les amis qui vont venir à 23h là, ça, c'est les mauvaises tentations. Et puis la fille, elle s'habillait pas bien, elle s'habillait, je peux dire, très, très sexy. Et puis moi, ça plaisait pas à ma tante et tout. Moi, ça me gênait pas parce que moi, je me disais, bah ouais, c'est sa vie, quoi. C'est comme ça que la fille, elle est entrée, elle a donné à ma tante 10 000. Elle m'a acheté les chocolats, les trucs, tout ce qu'elle sait que moi, j'aime. À une seule journée, là, elle m'a posé tellement de questions. Et moi, je n'ai pas trouvé ça bizarre. Parce qu'à l'époque, moi, je ne croyais pas à tout ce qui était spirituel, tout ce qui était blabli, blabla. Je ne croyais pas à ça. C'est comme ça que la fille entrait chez moi, on a commencé à sympathiser. Chaque jour, la fille venait chez moi. 7h, je m'as tu vois la fille. Je me demandais la fille là, est-ce qu'elle a les parents? Un jour, je lui ai demandé, mais toi, est-ce que tu as des parents? Parce que même si c'est comment à ton âge là, si tes parents sont en vie, ils ne peuvent pas te laisser sortir à certaines heures. Elle dit non, ça ne gêne pas mes parents, les choses comme ça. Bah moi, je laissais couler parce que je me suis dit, bah ça ne me regarde pas. Après, maintenant, c'est comme ça qu'on a commencé à marcher ensemble. Tout le quartier m'a déjà remarqué avec la fille en question.
Mais je tiens à préciser, je ne suis jamais allée chez elle avec tout ce qu'on faisait. Je ne suis jamais allée chez elle et elle voulait toujours qu'on parte en Gosso pour aller faire quoi. Moi, je ne pouvais pas parce que moi, j'ai dit, ma tante ne peut jamais accepter que je parte en Gosso parce que ça ne me regarde pas et ma tante va me demander, elle ne peut pas me permettre ça. Et toujours qu'il faut qu'on parte vers les 22h. J'ai dit, moi, je ne pars pas. Si c'est Dieu qui m'a sauvé, c'est quoi? C'est comme ça qu'on est resté. Un jour maintenant, elle est venue à la maison, tout vers les 7h du matin. Ma tante n'aimait pas, mais elle ne pouvait pas aussi parler parce que c'était la première fois aussi que j'amenais une amie à la maison. Moi, je n'étais pas une personne sociable jusqu'à amener des amis. Maintenant, ma tante l'a déposé 7000 en bas de la nappe de la télévision. C'est comme ça qu'elle m'a envoyé. Vous savez qu'au Cameroun, là, en Afrique même en général, on a les machines à écraser là. Voilà, elle m'a dit, va m'écraser telle chose. Je suis allée écraser. Et j'ai laissé ma copine. Elle était en train de jouer avec l'ordinateur. Au Zuma. Moi, je reviens, ma tante me dit, mais ta copine, elle n'est pas venue te rejoindre là-bas. Je dis, non, elle n'est pas venue me rejoindre, mais elle a dit qu'elle vient là-bas. Elle dit, ma tante est soulevée. Ma tante, c'est comme si elle a eu un 6e sens. Elle dit qu'elle a soulevé son truc. Elle a vu qu'il n'y avait pas son argent. Maintenant, moi, elle m'a dit, ta copine m'a volé. Et là, ma tante a commencé à dire que va me trouver mon argent, sinon tu vas avoir des problèmes avec moi, des choses comme ça. Donc, avec les indications que la fille m'a faites, je me suis dit que je vais la trouver. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle habitait dans une maison arrière. Et la maison qu'elle a dit qu'elle habitait là, il y avait une de mes anciennes amies qui vivait là-bas. Et elle aussi, sa grand-mère est décédée, ils ont déménagé. Donc, c'est comme ça que j'ai connu la maison. Je n'ai pas cogné. Il était 13h, 14h, je n'ai pas cogné. Oh! Il y a un papa qui est sorti avec sa femme. Oui, ma fille, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit que papa, je veux Karine. Le papa m'a regardé. Il dit que Karine. J'ai dit qu'une jeune fille qui s'appelle Karine. Le papa a dit entre. Moi, d'abord, j'ai eu peur. J'ai dit non, je préfère rester ici. Il a dit entre, ma fille, tu n'auras rien. C'est comme ça que je suis assise au salon. Il m'a dit, il a appelé sa femme. Il m'a dit que décris-moi un peu comment Karine est. J'ai dit que c'est une fille qui a 1m85 parce que moi-même j'ai la taille, on avait la même taille. Et puis elle est lancée, claire, blanche, même si je peux dire métissée quoi. Et c'est une fille super belle. Le papa me dit, ma fille. Et là, je vois comment la maman, son visage se décompose. Mais j'ai eu peur. Je me suis dit, moi, je n'ai même pas pensé à tout ça. Je me suis dit seulement que peut-être que la fille, elle est, on dit comment là, elle a fugué. Elle me dit non, la fille est morte. Tan. Et Dieu. Je suis restée comme ça. Elle est morte comment? On est resté tout à l'heure là jusqu'on a mangé. Et la fille est morte, ça fait déjà 2 ans. C'est l'âme de notre fille qui est en train de se balader partout. J'ai dit que tonton, c'est faux, elle n'est pas morte. Le tonton a dit qu'elle est morte. J'ai dit que venons pas chez nous. On est parti chez nous. Dès qu'on est arrivé vers l'entrée de chez nous, là, vous voyez les gars qui vendent les médicaments. J'ai dit au gars là, tu te rappelles de ma copine lancée là, non? Oui. Il dit que oui, ta copine que vous machetez tout le temps. Il dit qu'elle est morte. Elle est morte comment? La fille là, qui tout à l'heure elle est passée. Il dit qu'apparemment elle est morte, ça fait 2 ans. Tout le quartier a été, tout le monde a commencé à parler. Ma tante a dit que tu peux pas m'amener les morts. J'ai fait des cauchemars pendant des années. Jusqu'à présent, quand je parle de ça, j'ai peur, je vous jure. C'est pour vous dire quoi, dans la vie, ayez peur des gens. Moi, je marchais avec les morts jusqu'à on est devenus amis. Donc, on ne sait pas qui est qui. Aujourd'hui, ça m'a traumatisé à un point où souvent je me dis, est-ce que moi je suis en vie? Tellement je suis traumatisée, quoi. C'est juste une petite histoire que je voulais partager. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 9e histoire. Bonsoir. Je viens raconter encore une histoire. C'est l'histoire d'une dame. Ça s'est passé à Libreville. C'est une vieille histoire, hein. Ça date. J'étais encore très jeune à l'époque. Alors la dame habitait dans une maison en planche avec ses enfants. Et à chaque fois, elle se plaignait que les choses disparaissaient. Le savon disparaissait, l'argent disparaissait, même le linge disparaissait. Et il y avait beaucoup de trous dans la maison. Beaucoup de trous. Il y avait plein de rats et des souris dans cette maison. Ça a duré pendant, je crois, tout le séjour de la dame dans cette maison parce qu'elle louait. C'est comme ça qu'un jour, elle rentre avec son salaire parce que la dame travaillait. Elle a laissé son argent
excusez-moi, a laissé son argent dans son sac. Tout son argent, son salaire du mois. Et le lendemain, quand elle se réveille pour vouloir récupérer son argent, à sa grande surprise, l'argent avait disparu. Il s'avérait que c'est les rats qui avaient pris cet argent. C'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Elle a pris une marmite, elle a déposé sur le feu, elle a mis de l'eau, elle a allumé le gaz, elle a fait bouillir de l'eau. 100 degrés, hein. Elle a commencé à renverser ça dans les trous de la maison. Elle a mis dans tous les trous. Tous les trous. Après, elle a dormi. Le lendemain, elle entend quelqu'un frapper à sa porte. Elle s'élève. Ses enfants étaient déjà partis à l'école. Elle avait aussi un mari. Le mari était au travail. Ce jour-là, elle n'avait pas travaillé. Quand elle va ouvrir la porte, c'est un monsieur qui lui tend une convocation. Qui va dire à la dame, Madame, vous êtes convoquée à Mindoubé. Parce qu'à l'époque, à Libreville, on enterrait les gens au cimetière de Mindoubé. Et la dame, c'est comme si elle était hypnotisée. Elle ne s'est même pas posé la question de savoir depuis quand il y a un commissariat là-bas. Elle n'a même pas cherché à savoir. Donc après que le monsieur lui a remis la convocation, il a tourné le dos, il est parti. La dame a pris son taxi pour Mindoubé en question. C'est le premier cimetière de Libreville au Gabon. Et quand elle arrive à Mindoubé au cimetière, non. Ça, la surprise fut grande. Quand elle arrive, elle a trouvé toute une famille. D'autres avaient les brûlures au bras, d'autres avaient les brûlures au visage, d'autres avaient les brûlures sur tout le corps, d'autres agonisaient. Elle dit, mon Dieu, c'est quoi ça? Le monsieur qu'elle a vu le matin, venu lui donner la convocation, elle dit, oui, c'est ça, c'est ton œuvre. C'est toi qui les as brûlés comme ça. Tu te plaignais tout le temps qu'il manquait les savons et tout. C'est nous qui passons le temps à prendre ça. Hein? L'argent que tu cherches là, c'est là. Il y avait même des bébés, il y avait un bébé même mort. Hein? C'est la dame que tu vas allonger, brûler au 3e degré là, qui a pris l'argent là pour déposer les enfants dessus. Est-ce que tu es obligé de nous brûler comme ça? La dame a dit, quoi? Est-ce que moi je savais que c'était les humains? Non. Même si tu ne savais pas, maintenant regarde ce que tu as fait. Est-ce que c'est normal ce que tu as fait? La dame est restée la bouche bée. Est-ce que c'est bien ce que tu as fait? Les gens là se sont mis à crier sur elle, d'autres pleuraient, d'autres pas. Elle est restée là. La dame a repoussé chemin. Elle a pris le taxi. Elle est rentrée à la maison. Elle a juste eu le temps d'expliquer à son mari et à ses enfants. Après, elle est décédée. S'il y a des Gabonais et des MG, le jour où tu vas poster mon histoire, ils diront que oui, l'histoire elle est réelle. Les gens avaient maintenant peur de tuer les rats et les souris dans les maisons à cette époque-là. Parce que l'histoire de la convocation de Mindoubé, là, c'était une histoire réelle. Oh. Ça a fait du bruit à Libreville à l'époque, là. C'est une histoire réelle des MG. C'est une histoire réelle. S'il y a des Gabonais de mon époque, là, qui écoutent, qui vont écouter, comment dirais-je, mon audio, là, ils pourront confirmer que oui, c'est vrai. L'histoire de la dame que les rats avaient porté plainte à Mindoubé. C'était ça. Oh. Bonne soirée. Merci. Merci pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. Là, on passe à la 10e histoire. Bonjour DMG. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un cercueil qui part à la recherche de ses meurtriers. C'est l'histoire de ma cousine. Ma cousine fréquentait dans le village à ma maman, vu qu'elle habitait dans le village voisin au village à ma maman. Elle restait pratiquement la matinée chez ma maman pour pouvoir aller au cours l'après-midi. Puis dans la soirée, elle part dans le village voisin où elle logeait avec ses parents. Dès le début de la rentrée, elle était pratiquement chaque midi chez ma maman.
Après les fêtes de janvier, c'est-à-dire février, février, mars, avril, début d'avril, ma maman a constaté qu'elle ne venait plus. Avril, mai, elle ne venait plus. Donc, dans le mois, en mi-mai, ma maman est rentrée en contact avec ses parents pour dire, ben, je ne vois plus ma nièce chez moi les midis et tout ça, mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien il y a un souci, ou bien je me suis mal comporté avec elle et tout ça. Elle dit non, ses parents, son papa dit non, c'est pas ça. En fait, ta nièce est gravement malade. Elle est gravement malade. Elle n'arrive pas à parler, elle n'arrive pas à manger. Nul ne sait ce qu'elle a. Waouh! Ma maman fut étonnée. Maman dit, ok, comme ma nièce est malade, sa maman qui était ma demi-sœur même est décédée et tout ça, je pars rapidement là-bas. C'est ainsi que ma maman est partie là-bas. Arrivée là-bas, on dit, la petite, voilà, ça fait pratiquement un mois, elle ne peut ni manger, ni parler, ni boire. Elle est vraiment, elle est mal au point en fait. Son papa explique maintenant. Son papa dit, ça va pas, nous sommes allés à l'hôpital, précisément même au CHU de Trècheville, à Achma, et tout ça dans les plus grandes cliniques en fait. Et là-bas, on relate en fait qu'elle souffre d'une maladie qui arrive aux vieilles personnes. Les maladies des vieux fumeurs, des vieux alcooliques. En tout cas, maladie d'une personne du troisième âge en fait. Eux-mêmes, ils sont surpris, étonnés même de voir une petite fille qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui n'a même pas encore 18 ans, souffrir de cette maladie. Donc les médecins même ont préconisé aux vieux de retourner vers les ancêtres, quoi, voir ce qui se passe. C'est ainsi que le vieux a pris son courage à deux mains et est parti chez un charlatan afin qu'il puisse s'imprégner, il puisse avoir une notion de ce qui se passe. Le charlatan finit de consulter, il dit au vieux, ce que je vois là, c'est très très grave. En tout cas, si je dis ça, tu ne vas pas me croire. Mais néanmoins, actuellement là, les gars l'empêchent de parler et tout ça. Mais moi, je vais faire quelque chose où elle va se mettre à parler, raconter ça d'elle-même. Parce que si je dis ça de moi-même, tu ne vas pas me croire. Mais bon, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Parce que c'est l'union de plusieurs personnes qui l'ont mis dans cet état-là. C'est ainsi que le vieux, le charlatan en fait, a fait ce qu'il devait faire. Et la petite commence à ouvrir. Elle dit en fait, elle a un groupe d'amis dans sa classe avec qui elle marche. Chaque jour, elle marche ensemble et tout ça. Donc, ses camarades en question sont des vedettes de l'école. Ses camarades en question sont les stars de l'école et tout ça. Donc, à midi, ses camarades l'invitent à manger à chaque fois. Elle décline leur offre. À chaque fois, à midi, ses camarades l'invitent à manger, elle décline leur offre. Donc, une de leurs camarades est venue un jour avec du foutou. Foutou accompagné d'une sauce claire ou sauce au béni, je ne me rappelle plus trop là, avec de la viande. Et ils l'ont invitée. Elle a refusé. Maintenant, sa camarade lui a dit, à chaque fois quand on veut manger, on t'invite, tu refuses de manger. Si c'est comme ça, on ne va plus marcher ensemble. Si tu ne veux pas manger avec nous, ce n'est pas la peine de plus manger ensemble. Elle dit, non, n'a pas fait, elle ne veut pas manger, que ça va et tout ça. Ses camarades ont dit, bon, si tu ne veux pas manger, il faut goûter. Donc, c'est ainsi, ils ont, avec plusieurs insistances, elle a pris le photo, elle a goûté, elle a mangé, sans même manger la viande et tout ça. La nuit, dans son plein sommeil, ses camarades viennent la voir pour dire, bon, notre viande, tu as mangé, il faut nous donner pour nous. Elle dit, mais j'ai mangé quelle viande? Toute surprise, étonnée. Là. Elle dit, mais la viande que tu as mangée, il faut nous donner toi aussi ta viande. Mais je n'ai pas mangé de viande. Que c'est la sauce, j'ai goûté. C'est comme elle dit, mais la sauce que tu as goûté, c'est l'eau de viande, non, donc il faut nous donner pour nous. Que si tu ne nous donnes pas pour nous, nous, on va te prendre. Elle dit, ok, elle a compris. Donc pendant que c'était traîné les pas, ses camarades ont arrêté de marcher avec elle et tout ça. Ses camarades lui mettaient la pression. Bon, elle s'est décidée maintenant à aller livrer maintenant. Donc elle part prendre l'âme de sa grande soeur qui est partie se chercher en Mauritanie. Elle n'arrive pas à prendre. Elle part par l'âme de son grand frère. Elle n'arrive pas à prendre. L'âme de ses soeurs, de ses frères, de ses petits frères, de ses petites soeurs, de son papa, elle n'arrive pas à prendre. Donc ses camarades lui ont donné un délai. Si tu n'arrives pas à nous livrer ce qu'on t'a demandé, nous on va te prendre. Sans cela, elle n'a pas pu
honorer ses engagements. Et ils lui ont donné cette sale maladie-là. C'est elle maintenant qui est en train de les raconter. Donc maintenant, son papa maintenant lui demande, mais quels sont ces camarades-là? Au moment où elle s'apprêtait à citer les noms, ils l'ont empêché de parler. C'est-à-dire, elle n'arrivait plus à parler, elle n'arrivait plus à respirer, comme s'ils étaient en train de l'étrangler, quoi. Comme si quelqu'un tentait de l'étrangler, elle n'arrivait même plus à parler et tout ça. C'est en cela, le charlatan a dit à son papa, en fait, ils sont en train de l'empêcher de parler. Parce que si elle arrive à dire leur nom, vous allez les démasquer. Ils sont en train de l'empêcher de parler. Donc ça là, je ne peux rien faire. Mais moi, même si j'essaie de faire quelque chose, elles vont s'abattre sur moi parce qu'elles sont des reines dans leur royaume. Elles sont toutes des reines. Ce sont des filles qui n'ont même pas 18 ans. Hein. Voilà, mais elles sont des reines dans leur royaume. Tous ces ainsi, ils ont tout fait. Donc, avec insistance du papa en train de pleurer, demander pardon. Donc, le féticheur dit, le charlatan, dit, je vais faire une dernière chose, si ça a pris Dieu merci. Donc, le charlatan a fait une chose et puis il a dit, bon, ok, prends la fille, allons-y dans son école. Elle va aller leur montrer du bout du doigt. Ils ont dit, ok, à peine ils arrivent à la maison pour récupérer la petite et tout ça, pour pouvoir aller chez le charlatan, la petite a rendu l'âme. Le papa, tout est pleuré, tout est écœuré, tout tétanisé, tout troublé. Il est au désarroi total, quoi. Donc il a dit, bon, vu que c'est comme ça, je vais prendre la petite, fabriquer un cercueil rapidement, mis la petite et puis paf, dans le village voisin. C'est-à-dire le village à ma maman. Arrivé là-bas, à l'entrée du village, c'était ma première fois de voir un cercueil poursuivre quelqu'un. Le papa a pris 3 brindilles de balai et s'est mis devant le cercueil. Il dit à la fille, nous sommes à l'entrée du village voisin. Les filles qui t'ont fait cela, va nous montrer chez eux. La petite, c'est-à-dire le cercueil, prend les personnes qui ont porté le cercueil en fait. Arrivé à un carrefour net, la petite est bloquée, elle ne peut plus partir. C'est-à-dire le cercueil va devant, ça recule, ça va devant, ça recule. On demande, il y a quoi? Le charlatan même était là. Le charlatan dit en fait, les sorciers lui ont barré la vue. Les sorciers lui ont barré la vue. Le charlatan même s'est mis devant avec les 3 brindilles de balai. Il a dit à la petite, si tu veux boire de l'eau, conduis-nous où on vend de l'eau. Le cercueil a pris la route de là où on vend de l'eau. Le charlatan quoi, a dit, si tu as envie de boire un jus de bissap, conduis-nous où on vend le bissap. Le cercueil est parti là-bas. Maintenant, le charlatan lui a dit encore, ok, vu que tes camarades qui t'ont initié, t'ont tué là, ils t'ont barré la route, il faut nous conduire où ils font leur réunion nocturne. Ils sont partis où il y avait un gros manguier, non? Je dirais un gros manguier. Là-bas, un manguier qui avait assez de branches, ou même en pleine journée, on voyait de l'obscurité et tout ça. Elle est partie montrer le coin, ils faisaient leur réunion nocturne. Donc directement, ils ont commencé à couper les branches. D'autres même sont venus avec des tronçonneuses, commençaient même à découper, comment on appelle, le gros manguier là. Tout le village était en extase, tout le monde est sorti. Voilà, c'était ma première fois d'assister à ce genre de scène. Je voyais uniquement dans les vidéos sur Facebook, hein, et j'y croyais pas. C'était ma première fois de voir ça, ma propre cousine. Je vous le jure, c'était ma première fois de voir ça, ma propre cousine. Sorceleur a pu trouver le chemin de l'une des leurs. Arrivé là-bas, ils ont trouvé une nourrice en fait. Elle a accouché il n'y a pas trop longtemps. Elle est venue taper à la porte de la nourrice. La nourrice est sortie. On dit bon, la nourrice n'a qu'à se mettre devant le cercueil. Pour d'ici, c'est elle que le cercueil l'attend. La nourrice a dit si c'est moi qui t'ai tué, que tu me cognes avec que tu me heurtes avec ton cercueil. Elle n'a pas pu bouger. Il y a son mari aussi qui a appris la nouvelle. Il est venu là. Lui aussi s'est mis devant le cercueil, il a parlé, mais bon, le cercueil aussi n'a pas pu bouger. Ça, le charlatan a dit non, c'est pas la peine. Qu'ils lui ont barré la vue.
elle peut plus reconnaître leur lieu d'habitation, tout ça, que ça ne vaut pas la peine qu'on parte l'enterrer. Le papa dit non, jamais ils vont enterrer ma fille. Tant que ma fille ne retrouve pas. Donc le chef du village même a dû appeler la gendarmerie. C'est la gendarmerie qui est venue intervenir. Donc on a accompagné ma cousine avec tout, c'est-à-dire tous les jeunes du village sont sortis jusqu'au cimetière. Et le papa a ouvert le cercueil de la petite et a mis une machette à l'intérieur. Pour dire à la petite, toutes celles qui ont participé de près ou de loin à ta mort, que tu viennes leur chercher en retour. En moins de 2 mois, 9 filles de l'école sont décédées. En moins de 2 mois, 9 filles de l'école sont décédées successivement. Elles sont décédées successivement. Et puis elles sont décédées de la même manière. Elles toutes sont décédées de la même manière. Un matin, elles ont dormi. Et une nuit, elles ont dormi, elles ne se sont plus réveillées. Toutes les 9 filles. Je dis que nos enfants, quand ils partent à l'école, nos frères, nos sœurs, quand ils partent à l'école, qu'ils n'aient pas pour habitude de manger avec leurs camarades de classe, qu'ils n'aient pas pour habitude de demander les petits déjeuners comme les déjeuners et tout ça. Voilà. Que nous inculquons vraiment ces valeurs-là à nos enfants. Sincèrement, que nous les inculquons ces valeurs-là. Parce que si ma cousine en fait avait reçu cette éducation vraiment ferme-là, je ne pense pas qu'elle allait se trouver 7 mètres sous pied, quoi. Je pense pas. Sincèrement, inculquons de bonnes valeurs morales, civiques à nos enfants. C'était tout pour ce soir. Et bonne continuité à vous, DMG. Que Dieu vous comble de grâce, de bonté, de miséricorde. N'oubliez pas de liker, de partager. Grâce à travers vos likes, vos partages, ces genres d'histoires peuvent sensibiliser, peut éviter certaines personnes de sombrer, peut éviter certaines personnes de tomber dans des bassesses et tout ça. Vraiment, merci. Bonne continuité à vous. N'oubliez pas de liker et de partager. Voilà, merci pour l'histoire. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. On se prend demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. 10 histoires mystiques tous les jours sur YouTube. Donc, rendez-vous demain à 12h00. Ne manquez pas à inviter plus de personnes, liker, commenter, partager. Ceux qui n'ont pas encore liké, s'il vous plaît, allez liker. On se prend mercredi et vendredi à 20h00 sur TikTok pour notre direct. Donc, ensemble.